Avant toute chose, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, un Battle Royale inspiré des arts martiaux asiatiques, Naraka Blade Point, disponible sur Steam, Epic Game Store, Xbox et même sur Xbox Game Pass depuis très peu. Le jeu vous propose de choisir entre 12 classes de combattants avec leurs techniques uniques, un vaste arsenal d'armes et vous pouvez même jouer jusqu'à 3 dans la même équipe. Actuellement, Naraka Blade Point fête son tout premier anniversaire et vous fait profiter de nombreuses nouveautés, dont la réduction de 50% du prix d'achat jusqu'à 9h du matin le 29 août sur toutes les plateformes. Si vous avez le Xbox Game Pass, vous pouvez jouer au jeu dès maintenant et ce sans frais supplémentaires. Une nouvelle map toute belle, Oloroth, est déjà disponible avec un nouveau héros, Zipping In. La carte offre différentes zones de combat dont le climat et l'architecture sont variés. Elle dispose de différents mécanismes, cachettes et pièges que vous pouvez utiliser pour surprendre vos adversaires. Un nouveau mode PvE est disponible et vous propose d'affronter des boss avec des personnages uniques et des compétences spéciales qui ne sont pas disponibles dans le mode PvP. Et pour encore plus de fun, vous pouvez maintenant ressusciter si vous mourrez en early game. Dans Naraka Blade Point, il faut prévoir les mouvements de votre adversaire pour l'emporter. Optez pour une stratégie unique en combinant les compétences de vos champions et des armes originales pour un nombre presque illimité de styles de combat. Vous pouvez même vous servir d'un grappin pour plus de mobilité. Le jeu met à votre disposition des outils de personnalisation du visage de vos personnages pour qu'ils soient véritablement uniques. Utilisez le lien en description pour télécharger Naraka Blade Point et découvrez toutes les nouveautés que le jeu propose. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Chaque sortie de jeu vidéo, c'est le fruit d'un miracle. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Jason Schreier dans son livre Du sang, des larmes et des pixels. Un livre qui vous raconte quelques histoires de développement de jeux vidéo, des histoires qui se concluent toutes par cette maxime. Chaque sortie de jeu vidéo, c'est le fruit d'un miracle. Et parfois, certaines sorties sont encore plus miraculeuses que d'autres. On les appelle communément les arlésiennes du jeu vidéo. Ces jeux qui, alors qu'ils ont été annoncés, ne donnent plus de nouvelles pendant un temps relativement long avant de réapparaître, puis de disparaître de nouveau, avant qu'un beau jour, sans crier gare, ils sortent dans l'année qui vienne. Ou pas, voire jamais. Bonjour vous, et aujourd'hui on va parler de ces jeux qui justement sont sortis parce qu'on a quelques leçons à en tirer mine de rien. Ces jeux vidéo au développement extrêmement compliqué qui sont sortis dans la douleur et dont les cicatrices sont encore énormément visibles. Le patchwork Final Fantasy XV. Square Enix et les difficultés, c'est une très grande histoire d'amour. Et quand on se penche un petit peu sur l'histoire du studio et de l'éditeur, on se rend compte qu'il y a tout le temps un truc qui va pas. Si on prend là tout de suite l'état de santé de Square Enix, en vrai, ça va. Final Fantasy XIV, ça carry à peu près toute la boîte depuis quelques années maintenant. Yoshi-P est à son prime avec un Final Fantasy XVI numéroté qui débarque sous peu. Et le projet de constellation Final Fantasy VII, avec notamment la trilogie de remake, c'est une réalité. Pourtant, même là, ça va pas trop encore chez Square Enix. Yosuke Matsuda, qui déclare après la bataille vouloir se lancer dans des NFT et des jeux pay to earn quand l'ensemble du marché tend plutôt à s'effondrer, ça fait un peu souffler du nez. Quand timidement on t'annonce que des figurines sous NFT de Cloud, tirées de FF7, un jeu dans lequel on incarne des éco-terroristes est sur le point d'arriver, c'est moins fun aussi. Quand pour financer tout ça on revend Eidos Montréal, Square Enix Montréal et Crystal Dynamics, là il y a carrément de quoi avoir des crampes au ventre. Dans le jargon, on appelle ça une restructuration. Alors, je suis pas un expert en spéculation, peut-être qu'ils en avaient besoin. Pourtant, force est de constater que aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. Que le gros des soucis, il est passé. J'aurais pu vous parler une énième fois de la débâcle Final Fantasy XIV, mais vous avez un très bon ami nostalgique qui l'a fait bien avant, et surtout bien mieux que je ne ferai jamais. Et surtout, ce chaos-là, en particulier Final Fantasy XIV, trouve des origines bien plus vicieuses, bien moins ancrées dans le passif de Square Enix, et qui surtout, va participer à l'histoire qui m'intéresse ici. L'enfer Final Fantasy XV. Non, attendez, on va faire honneur aux morts et à l'incroyable idée qu'était la Fabula Nova Crystallis. C'est faux, c'est du cynisme, mais personnellement, j'y ai cru. Quand le premier trailer de Final Fantasy XIII a été présenté, avec coup sur coup les premières images de Versus 13 et la promesse d'un univers plus ou moins connecté pour créer une constellation de FF13, avec pour thème ce nouveau mythe du cristal, personnellement je trouvais ça super cool. C'était tenter de créer une cohérence entre différentes productions, au-delà de simplement rajouter des couches de lore à des histoires déjà existantes. Final Fantasy X-2 sur le principe, pourquoi pas, je suis pas contre. Les compilations Final Fantasy VII, par contre là, je suis déjà moins fan et je ne vous parle même pas du fouillis Ivalice entre Final Fantasy XII, Vagrant Story, les Tactic Advance et Revenant Wings.
Avoir un projet tentaculaire, promis comme structuré, en vrai, sur le coup, ça faisait du bien. Sauf que les œuvres de l'esprit sont des œuvres de créatures de l'esprit, que l'humain est faillible et qu'il aura suffi dans le cas de Square Enix d'une toute petite poussière pour que toute la machine soit grippée. Alors qu'on sort d'une période faste, pendant laquelle Square Enix sort un Final Fantasy par an, parce que oui, du 8 au 10-2, on a un Final Fantasy par an, le projet Final Fantasy XII va complètement vriller. Il prend du retard monstrueux à cause de soucis internes, comme la gestation du projet un petit peu trop compliquée par Yasumi Matsuno, provoquant un report du projet Final Fantasy XIII par la même occasion. Sauf que ces reports tombent plutôt mal. Square Enix initialement, ils avaient prévu de faire leur troisième opus non pas sur PlayStation 3 comme ça se fera finalement, mais sur PlayStation 2. Les reports successifs du 12e forçaient le changement de génération du 13e, et ça Square Enix l'a très mal préparé. Aucun des outils n'était prêt pour passer sur Next Gen. Personne ne savait comment développer sur une PS3 affreusement compliquée à dompter, et aucun moteur moderne n'était prêt pour le moindre jeu. Le choix sera donc fait de quand même présenter FF13 et Versus 13 sans que rien ne soit vraiment en cours de production. Final Fantasy XIII sera même priorisé pour créer un nouveau moteur de jeu adapté à la next-gen, le Crystal Tools, un moteur optimisé pour un seul jeu au final, Final Fantasy XIII, et tant pis pour Nomura qui avait alors la charge de s'occuper du Versus. Déjà qu'on soit clair, ça sent le pâté. Nomura, il est mis dans son coin, il doit ronger son frein alors que lui tout ce qu'il veut c'est pouvoir bosser. Mettez-vous à sa place, il a rien à faire, il a pas de moteur et en plus de ça on lui pique des développeurs de sa team pour assurer le développement de Final Fantasy XIII. Mais attendez parce que c'est pas tout. Final Fantasy XI, est-ce que vous connaissez cet épisode? Non, a priori, peu de monde en fait y ont joué parce que c'est pas un épisode qui a très bien fonctionné. C'est le premier MMO de Square Enix qui est sorti en 2002 sur PlayStation 2 et PC et qui s'est nettement moins bien vendu que tous les autres Final Fantasy, mais qui a fait gagner beaucoup d'argent grâce à son modèle économique. Et ce MMO, il commence à se faire vieux, mine de rien, il faut envisager autre chose, un autre MMO. Donc on va récupérer du monde chez Nomura et on réadapte le Crystal Tool pour en faire tenir FF14 dessus. Quand Versus 13, c'est quoi FF Versus 13 au juste? Et dites les gars, on n'a pas créé FF13 récemment, il n'y a pas des trucs à faire avec, surtout qu'en fait le jeu il a pas été hyper bien reçu par les joueurs, et il s'est bien vendu, mais non, il y a un truc qui coince avec FF13. On pourrait peut-être faire autre chose pour corriger le tir. Et pendant ce temps-là, Nomura, il fait des trucs dans son coin. Figurez-vous qu'il a aussi une autre grande licence dont il a la charge, à savoir Kingdom Hearts, et en l'absence de moteur de jeu convenable pour faire des trucs sur Next Gen, il développe quelques petits projets de Kingdom Hearts sur portable, comme 358/2 jours, ouais je sais toujours pas comment le prononcer, Birth by Sleep, voire même plus tard Dream Drop Distance. Et si vous trouvez que ça faisait beaucoup d'épisodes un petit peu portable sur différentes consoles portables avec toujours des éléments de scénario indispensables à la compréhension totale de Kingdom Hearts, et figurez-vous que pour Nomura aussi ça commence à faire beaucoup. Et si pour Nomura ça commence à faire beaucoup, c'est qu'on peut s'inquiéter. Et surtout c'est pas fini. Final Fantasy XIII-2 est annoncé, on va donc concentrer l'équipe du 13 dessus, pas sur le Versus, non, toujours pas. Et on va encore adapter le moteur pour ce jeu. Toujours pas pour Versus, non, faut oublier Versus. Pour le moment, c'est un projet annexe, Nomura fait sa tambouille dans son coin. Dites-vous qu'entre temps, on aura même un Final Fantasy XIII-3 pour boucler la trilogie, qui ne prendra pas le nom de Final Fantasy XIII, mais celui du seul personnage que les fans s'accordent à dire que c'est un truc à sauver dans FF13, Lightning. On a donc Lightning Returns, sous-titre Final Fantasy XIII, mais toujours pas de Final Fantasy Versus 13. Et tout ça, ça commence à faire long, surtout que Nomura essaie de faire des sorties publiques de temps en temps pour rappeler que le projet est toujours vivant, que son Versus 13 à lui, il arrivera, mais avec une équipe réduite, et un moteur toujours pas prêt, et un projet Fabula Nova Crystallis qui vire à la catastrophe. Ce qui devait arriver arrivera évidemment. Final Fantasy Versus 13 allait devenir Final Fantasy 15, et ça, je crois qu'à peu près tout le monde l'avait vu venir. Le jeu d'ailleurs ne sortira même plus sur PlayStation 3. C'est trop tard en fait, pas la peine d'adapter le Crystal Tools une énième fois. Square Enix avait vu le coup venir, le Luminous Engine est prêt à être dégainé. Nomura n'était pas hyper chaud, et tu m'étonnes, après 7 ans à se tourner les pouces sur un projet PlayStation 3 qui mine de rien était quand même un projet de cœur, ouais, ça la fout mal.
Comble du désespoir, c'est Nomura qui sera tenu pour responsable du chaos Final Fantasy Versus 13 et du coup on lui met en co-directeur Hajime Tabata qui débarque un petit peu en sauveur quand celui qui était là depuis le début sera progressivement remercié jusqu'à totalement sortir du projet. Et c'est toujours pas fini, t'as cru quoi? Hajime Tabata découvre un projet qui a maturé 7 ans, qui a avancé certes dans toutes les directions sans vraiment de ligne directrice, mais un projet titanesque quand même. Nomura a un script monstrueux, prévu pour tenir sur 3 jeux. Or, ça fait déjà presque trop longtemps en fait que l'équipe est en charge de Feu versus 13. Il y a un ras-le-bol qui se dessine, en plus de cette furieuse envie d'en finir et de passer à autre chose. Des choix ont donc été faits. Dans la douleur, évidemment. Mais ils ont été faits. De presque plus personne dans le navire, l'équipe est gonflée. On passe jour et nuit sur FF15 dans l'espoir de le terminer. Le script initial est charcuté, dépouillé pour tenir en un seul jeu et tant pis pour la cohérence de l'histoire. Pour ça, on fera un film introductif. En tout cas, on va essayer d'en faire un. Oui, parce que figurez-vous qu'initialement Kingsglaive était prévu pour être l'introduction du jeu et peut-être qu'on aurait plus compris ce qui se passe dans FF15 si Kingsglaive était présent déjà dedans. On fera également un animé préquel, Brotherhood, pour les personnages qui accompagnent Noctis. Et Square Enix en profite pour s'essayer au jeu service avec une pelletée de DLC prévus pour combler les trous béants de l'histoire. Et quand tu crois que c'est fini, il y en a encore! Des coups, plus t'en prends, plus t'apprends, et enfin tu comprends. Même jusque dans les DLC, ça n'allait pas. La seconde vague prévue pour la deuxième année de sortie du jeu est amputée de quasiment tout son contenu à l'exception de l'ultime DLC de FF15, Ardyn. Le jeu déjà difficile à comprendre si on compte l'ensemble du contenu cross-média laisse un goût d'inachevé à tout le monde, les développeurs inclus. Il va trouver son point final dans un épilogue, un livre qui reprend le scénario du dernier DLC, The Dawn of the Future. En livre? Non mais t'as cru que je sais lire? C'est dommage, hein. C'est dommage parce que dans l'ensemble, Final Fantasy XV pour moi c'est un bon jeu. Alors il est clairement bancal à tous les niveaux, oui. C'est un vrai petit miracle de le voir sortir parce qu'on dirait presque que personne n'en voulait en fait depuis le début. Mais le seul qui au fond n'aura jamais eu son Final Fantasy, c'est probablement Tetsuya Nomura. Je vous invite, si vous êtes abonné à Gamecult, à lire l'énorme dossier Square Enix par Oscar Lemaire qui est ultra détaillé pour en apprendre beaucoup plus là-dessus. Et oui, j'aime aussi beaucoup d'amour sincère les Final Fantasy XIII, les 3. Mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Le fantôme Inazuma Eleven. Et je suis désolé par avance pour tous les fans de Inazuma Eleven qui me réclament en commentaire une icône sur la licence. Non, c'est pas encore pour aujourd'hui. Bon, faut que je vous avoue que je me suis posé plusieurs fois la question de savoir si ça valait le coup d'en parler ici, pour la bonne et simple raison que le jeu n'est pas encore sorti par chez nous, ni au Japon, et que pas grand monde ne communique autour. Et justement, c'est bien parce que personne ne veut en parler que c'est d'autant plus inquiétant et que je pense que c'est bien d'en parler. Pas tant dans le cas stricto sensu d'Inazuma Eleven sur Nintendo Switch, et en réalité sur PS4 aussi, que pour l'avenir de la licence en elle-même, que pour la santé actuelle de Level 5. Et oui, c'est pas un sujet récurrent, mais pourtant, malgré les fulgurances, malgré les réussites et le passé glorieux, en ce moment, ça ne va pas trop chez Level 5. Alors même qu'on pourrait se dire que les gens à l'origine de Professeur Layton ou Yokai Watch n'auraient pas trop de soucis à se faire normalement. Il y a beaucoup de choses qui vont pas chez Level 5 et on dirait qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis à un moment où il fallait pas se prendre les pieds dans le tapis. Les fameuses licences fortes de Level 5, on pourrait dire qu'elles se sont faites presque concurrence entre elles, ou plutôt que Level 5 n'a pas su gérer ses ambitions autour de projets aux cibles très similaires. Si on prend les IP les plus connus, comme Yokai Watch, Inazuma Eleven ou Professeur Layton, on se rend compte que ces jeux-là, ils ciblent une catégorie de population, les jeunes garçons stricto sensu, comme pour les shonen, qui a grandi et qui ne se retrouve plus forcément dans des projets cross-média de Level 5. Oui, parce que si on devait citer un point qui l'a foutu mal pour Level 5, c'est cette volonté de faire plus que du cross-média. Comprenez par là inventer une nouvelle licence et la décliner sur le maximum de supports possibles, dont l'animation. L'animation qui, je le rappelle, est un projet casse-gueule qui en fait coûte très très cher et a très peu de retour sur investissement, si ce n'est pour le merchandising. C'est la stratégie de Pokémon Company. Sauf que là où la Pokémon Company a réussi à renouveler son public jeune tout en miraculeusement conservant son public de vieux, Level 5 a eu beaucoup plus de difficultés. Ça et le fait que, justement, ça a pas trop plu à Pokémon Company de voir débarquer ce rouleau compresseur nippon.
ce concurrent nippon. D'après quelques sources de Games Industry, Level 5 se serait décidé dès 2020 à se focaliser essentiellement sur le marché japonais à cause de Pokémon Company qui ne voyait pas d'un très bon œil l'arrivée de Yokai Watch. Et là attention, je cite, les licences de Level 5 n'auraient alors, d'après eux, pas réussi à se renouveler pour séduire la nouvelle génération d'enfants, ni convaincre le public qui avait vieilli avec elle. Enfin, toujours est-il que chez Level 5, l'idée a toujours été de mettre en place de nouvelles licences quand les autres étaient destinés à stagner. C'était le cas de Snack World, et Snack World n'a pas pris, la mayonnaise n'est pas montée. Peut-être trop calibré, trop standardisé, trop banal aux yeux du public. Libre à vous de juger de la qualité du jeu, mais toujours est-il que les faits sont là, ça n'a pas pris, ou tout du moins en Europe. À tel point que... je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il s'agit du dernier jeu Level 5 à avoir passé la frontière nippone. Dire que Level 5 a du mal à maintenir un public sur une licence, c'est cela dit partiellement faux. C'est moins important, mais il y a malgré tout une demande d'un public plus âgé, pour certains jeux en tout cas. Comme les fans d'Inazuma Eleven qui attendent l'opus Switch depuis 2016, la date de son annonce, soit quelque chose de... comme 6 ans. Inazuma Eleven, cette licence toute particulière, sacrément bien fichue, qui allie jeux de foot et mécanique de RPG sur un ton de ton meilleur shonen du dimanche, entamé en 2008 au Japon sur Nintendo DS, c'est une série de jeux qui aura le droit évidemment à son adaptation animée, comme le veut la tradition des jeux Level 5, comprenant, en comptant les compilations et les spin-offs, pas moins de 10 jeux, tous sortis entre 2008 et 2013, sur DS, 3DS et sur Wii. Donc ouais, si le dernier jeu dont j'ai volontairement tué le nom a été annoncé en 2016, ça fait depuis Inazuma Eleven Go 3 Galaxy que les fans japonais attendent une suite, malgré l'échec commercial cuisant du jeu. Et depuis Go 2 Chronostone, puisque le 3 n'est jamais sorti ailleurs qu'au Japon, que les Européens se demandent si un jour ils pourront goûter au compile des 3 premiers épisodes sortis exclusivement au Japon. Soit, au moment où je vous parle, 11 ans d'attente déjà, et juste de l'attente, hein, sans vraiment de nouvelles qui ravissent les fans. Ah bah laissez-moi vous dire que Lucas, 12 ans, fan de Inazuma Eleven depuis que ses parents lui avaient acheté une Nintendo DS pour son anniversaire, aujourd'hui il prépare sa rentrée en M1 droit public. Et il attend toujours Inazuma Eleven sur Switch. Malgré Pokémon Company et malgré l'échec d'Inazuma Eleven Go 3, Level 5 va tenter un comeback sur tous les fronts. En annonçant, et on y vient, Inazuma Eleven Ares sur Switch, mais aussi sur mobile et sur PlayStation 4. Une fenêtre de sortie pour 2019 avait même été annoncée, en simultané avec la série animée du même nom. Sauf que patatras, le jeu accumule les errements techniques et subit les soucis liés aux problèmes de santé de Level 5, dont je rappelle que Pokémon Company semble partiellement responsable et se verra à maintes fois repoussé, à tel point que la série animée va se terminer sans jamais que son jeu dédié ne voit le jour. Du coup le jeu va changer de nom, parce que ce serait un petit peu triste de conserver le sous-titre Ares quand le battage médiatique est passé, et à partir de maintenant, le prochain jeu s'appellera Inazuma Eleven Grid Road Heroes. On lui prête des ambitions encore plus folles, un monde ouvert, une remise en question totale des mécaniques RPG du jeu, la communauté se hype toute seule, puis à nouveau plus rien. Silence radio. On dit que le projet il est mort ou en tout cas à l'agonie, accompagnant la lente descente aux enfers d'un Level 5 aux abois depuis un bail. Et un beau jour miracle, le blog japonais va se mettre à jour. Et en fait, effectivement, le jeu avait été annulé, mais rassurez-vous, depuis il a été repris à zéro. Alors cette fois-ci, on vise une sortie pour 2023 et Akihiro Hino, le fondateur de Level 5, a même donné quelques détails sur le jeu. Déjà bon, il va encore changer de nom, hein. On oublie Inazuma Eleven Grid Road of Heroes et bonjour Inazuma Eleven et Victory Road of Heroes, dont le pénible développement dure maintenant depuis 5 ans. Level 5 nous apprend dans son billet de blog, très récent d'ailleurs, hein, que cette fois-ci, c'est la bonne. Le scénario est entièrement repensé, on y incarne un jeune homme passionné mais incapable de jouer au foot, Kunmei Sasanami, qui choisirait la voie de l'entraîneur pour mettre au point une toute nouvelle équipe dans ce qui semble avoir pour nom le Chronicle Mode. On a même des détails sur le gameplay du jeu puisque Akihiro Hino évoque les difficultés rencontrées dans le développement du jeu sur cette partie précise. En effet, la transition de gameplay DS 3DS à la Switch ne semble pas s'être faite dans la douceur puisque l'équipe semble vraiment vouloir retrouver les sensations du gameplay tactile au stylet des consoles Nintendo DS, mais sans le stylet. Bref, c'est encore flou tout ça et c'est susceptible de changer encore et encore jusqu'à la sortie potentielle du jeu. Surtout que
parler des contrôles tactiles sur Nintendo Switch, c'est bien, mais il faut que je vous rappelle aussi que le jeu il est censé sortir sur PlayStation 4 et que absolument rien n'a été révélé sur comment ça joue sur PlayStation 4. Peut-être avec la surface tactile de la manette. Toujours est-il qu'en l'absence de témoignages concrets, il est difficile de plus s'exprimer sur le développement de ce jeu. On se doute bien que ça ne doit pas être très marrant chez Level 5 en ce moment, et la moindre des choses, c'est d'être encore patient et de leur envoyer tout notre soutien. Ouais, même si c'est long, très long. La grosse blague Duke Nukem Forever. Pour être honnête, j'ai un peu hésité à parler du Duke ici, pour plusieurs raisons. Déjà parce que si j'en crois le JDG et son témoignage vis-à-vis de la politique YouTube à la suite de la sortie de sa vidéo sur Duke Nukem Forever, j'ai de très fortes chances de me faire épingler moi aussi. Donc désolé par avance pour la surcouche de censure quand il y a besoin, j'ai pas envie de prendre de risques inutiles, comprenez-moi. Surtout pour une licence que j'aime pas plus que ça. Voilà, soyons honnêtes, je trouve ça a franchement très mal vieilli à tous les niveaux. Mais aussi et surtout parce que j'ai vu pas mal de similitudes dans le développement chaotique de Duke Nukem Forever avec Beyond Good and Evil 2. Sauf que en fait j'ai déjà parlé d'un jeu qui est pas encore sorti, donc je me suis dit que ça va faire un petit peu doublon, et puis surtout Duke Nukem Forever c'est un petit peu un incontournable du genre, donc je me devais d'en parler à tous les coups. Et je vais donc me garder Beyond Good and Evil 2 pour un prochain épisode, parce que peut-être que d'ici là il sera sorti, on sait jamais, dites-le moi en commentaire. Si Duke Nukem Forever est un cas d'école de développement chaotique, c'est pour la simple et bonne raison qu'il a longtemps été mis dans la catégorie des arlésiennes du jeu vidéo. Puisqu'en effet, 14 ans de développement, c'est long, hein, on va pas le nier. Surtout pour une licence aussi vieille dont les origines accompagnent l'évolution technologique de l'industrie vidéoludique. Créée en 1991 sur DOS et à l'origine un jeu vidéo de plateforme, c'est en 1996 que son prime sera atteint avec Duke Nukem 3D, propulsant le personnage de Duke en 3D, comme son nom l'indique, exactement, bravo. Une évolution pas si longue que ça au vu du passif de la série et qui surfe en réalité sur la popularité d'un genre initié par un certain Doom. C'est à partir de cet épisode en particulier, décliné sur la majorité des supports, permettant un affichage graphique en 3 dimensions, que la série va acquérir sa renommée et surtout va inscrire en lettres d'or son ADN pas bien noble du FPS bourrin au gameplay nerveux et à l'humour gras. Bien en dessous de la ceinture. Ça m'a jamais fait rire. C'est juste vulgaire et sexiste gratuitement. Duke Nukem n'a jamais été une parodie. Il a toujours été extrêmement premier degré dans ses propos. Il a jamais eu rien à raconter ou à révéler en utilisant une forme de cynisme. Non, c'est gras, premier degré. Et pour moi, ça passe pas, mais bon, je m'égare. Toujours est-il qu'après ce coup d'éclat, ça sera relativement compliqué pour les fans. Duke Nukem tease un retour en post-crédit de Duke Nukem 3D, assurant à tout le monde que le Duke va revenir. Un retour d'ailleurs annoncé très peu de temps après, en 1997, avec déjà le nom qu'on lui connaît si bien. Duke Nukem Forever. Un retour acclamé par la presse, voilà, bon c'est l'époque, c'est envié par tous les boutonneux. Il faut dire que en dehors de son ton, il est difficile de ne pas reconnaître les qualités promises par cette première annonce. Pour du 1997, c'est très beau, c'est fluide, c'est nerveux et c'est en fait ce que demandent la plupart des joueurs et des joueuses sur le moment. 3D Realms promet du lourd pour un jeu à la pointe de la technologie. Et c'est justement ce détail, cette recherche de fleurons technologiques qui sera constamment remise en avant par en fait celui qui va devenir la tête de Duke Nukem pour toutes les années à venir, son co-créateur Georges Broussard, un type avec un sacré melon. On le disait prêt à sortir, mais en fait non, il sera repoussé. Bon, c'est pas dramatique, mais ça reste un report pour un jeu très attendu, ça fait toujours mal. Et il sera encore repoussé. Peut-être des soucis financiers ? C'est pas bien grave puisque Georges Broussard va mettre lui-même la main au portefeuille pour aider aux besoins. Le but, c'est de faire encore de Duke l'étalon technique ultime et le plus actuel possible. Alors, on va changer le moteur de jeu en plein développement. On détruit tout et on recommence. On s'acoquine de Tech2 pour soutenir le projet, pour récupérer quand même les fonds nécessaires et faire durer le développement sur un énième report pour faire tourner le jeu sous Unreal Engine. Et on va représenter le jeu avec ce qui sera peut-être la démo la plus populaire de toute l'histoire de Duke Nukem Forever. En 2001, tout le monde y croit. La démo elle est ultra nerveuse, ça y est, enfin le jeu est terminé, on pourra pas faire mieux. Et non, toujours pas. Georges Broussard est insatisfait et fait rechanger le moteur de jeu. Je vais vous épargner l'interminable bras de fer opposant à partir de là à 3D Realms et Tech2 pour que le jeu sorte enfin, quand le mot d'ordre de Broussard sera toujours de
le jeu sortira quand il sortira. On dit alors de 3D Realms que ce sont des éternels perfectionnistes, en quête d'une chimère quitte à faire couler le navire sur lequel ils sont embarqués depuis 97, et eux avec. En 2009, 3D Realms est en liquidation judiciaire. La licence Duke Nukem revient alors à Take-Two, qui va confier la fin du développement de Duke Nukem Forever à Gearbox, que vous connaissez peut-être entre autres pour Borderlands, lesquels vont enfin sortir le jeu en 2011, après 14 ans de chaos. Une sortie qui va virer au cauchemar. Duke Nukem Forever apparaît comme un patchwork cousu à l'aiguille hypodermique, comme si le jeu n'était qu'un amas d'éléments qu'on essayait de coller ensemble. C'est mou, c'est moche, c'est linéaire et... oui, bon, c'est aussi avec toujours cet humour gras qui, décidément, ça passe pas trop en 2011. Clap de fin pour Duke Nukem. Et va s'installer l'idée chez les fans du bodybuilder stéréotypé que si on avait laissé faire 3D Realms, peut-être, et je dis bien peut-être que les choses auraient été différentes. Et si le Duke Nukem Forever, celui que nous étions en droit d'avoir, était ce Duke Nukem présenté à l'E3 2001, celui nerveux qui faisait rêver tout le monde, absolument incroyable, qui envoyait du pâté dans toutes les chaumières. Non, juste non, même en 2001, rien n'allait dans le développement de Duke Nukem Forever. Même à ce moment-là. La vie c'est dur, ça fait mal dès que ça commence, c'est pour ça qu'on pleure tous à la naissance. En fait, le truc c'est qu'en mai 2022, on a un utilisateur de 4chan du nom de Xor-JMP qui a rendu disponible un leak de cette version en particulier de Duke Nukem Forever. La version de 2001, vous savez, la version super cool avec des explosions, de la testostérone et tout ça. Une diffusion qui aurait eu l'effet d'une seconde douche froide puisque en fait, 11 ans après le Duke Nukem Forever de Gearbox et 25 ans après son annonce en 1997, cette version-là, en fait, elle n'était pas bien. Bon, j'exagère, c'est pas qu'elle était pas bien, c'est plutôt qu'elle n'était pas. On y découvre de longs, très longs couloirs complètement vides et de très courts passages vivants, parfaitement mis en scène pour ce fameux trailer de 2001 et seulement pour ce trailer. C'est pas vraiment un jeu à ce niveau-là, c'est une mise en scène, pour ce qui n'est qu'au fond qu'un simple prototype. Et la vérité éclate. Si 3D Realms avait effectivement la réputation d'être un studio de perfectionnistes, ce que je ne vais pas remettre en cause, la réalité c'est aussi et surtout que pendant plus de 10 ans, il n'y avait pas vraiment de ligne directrice sur le projet Duke Nukem Forever. Pas de jeu, mais assurément une course perpétuelle à la technique. Scott Miller va se fendre d'un communiqué sur son blog qui fera l'effet d'une petite bombe, un billet dans lequel il détaille ni plus ni moins que la vérité. Ou en tout cas, sa vérité à propos du développement de Duke Nukem Forever. L'incroyable trailer de 2001 survendait ce qui était vraiment jouable. Duke Nukem Forever est le jeu qui a détruit 3D Realms avant d'être vendu à des investisseurs danois. Nous étions constamment en sous-effectif, nous n'avions aucune feuille de route, ou en tout cas je n'en ai jamais vu une seule. Et en raison de la lenteur du développement, lorsqu'une technologie débarquait, le projet a dû être redémarré pour l'utiliser, entraînant des retards toujours plus massifs. Un témoignage qui sera très rapidement commenté par Georges Broussard lui-même sur Twitter. Scott est, de toute évidence, un narcissique, dont les actions nous ont conduit aux frictions que l'on a eues avec Gearbox, entraînant la chute de 3D Realms et la perte de la licence Duke. J'aurais tellement à dire sur lui. Je le connais depuis 1970 et le lycée. Il saisit la moindre occasion pour se présenter sous un jour favorable, quitte à jeter en pâture un ex-ami et partenaire commercial. Si les mots sont durs et un peu hors de propos en public, je suis désolé, faut pas laver son linge sale comme ça se fait pas. Ils sont cependant témoins de réels problèmes entourant la gestation douloureuse de Duke Nukem Forever. Loin de moi l'idée cependant de chercher un unique responsable, ce chaos a eu pour conséquence la fin d'une boîte, du travail perdu pour de nombreux salariés et beaucoup trop d'argent jeté par les fenêtres. Du coup les gars, par respect pour les quelques fans qui restent par-ci par-là de Duke Nukem, s'il vous plaît restez dignes quoi. The Last Guardian, tout ça pour ça. Est-ce que vous savez ce qui est encore plus dur que de tirer les vers du nez d'un studio japonais ? C'est de tirer les vers du nez d'un studio japonais affilié à Sony. C'est un monde relativement opaque de base, le développement de jeux vidéo. Il faut aller chercher des développeurs prêts à raconter des trucs sans trop prendre de risques pour leur place au sein de la boîte. Si en Europe et en Amérique du Nord, la tendance est à la libération de la parole quant aux conditions de travail, au Japon, on essaie au maximum de taire tout ça. C'est rare d'avoir des récits aussi détaillés que la longue période de crise chez Square Enix. C'est peut-être d'ailleurs parce que c'était long que fatalement ça a fini par fuiter. Pour le reste,
on peut qu'imaginer des trucs et en déduire d'autres en écoutant des interviews très langue de bois de personnalités nippones du jeu vidéo. The Last Guardian, le 3e jeu de la team Ico, après les très acclamés Ico et Shadow of the Colossus. Le jeu dont la promesse était de se concentrer sur ce qui n'était qu'une expérience involontaire des 2 premiers jeux, la relation entre 2 êtres. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est Fumito Ueda lui-même. Dans Ico, il le dit, le cœur du gameplay c'est certes faire avancer le binôme Yorda et Ico, mais l'objectif c'est surtout de protéger la frêle Yorda contre les monstres. La relation entre les deux est incidente, et pourtant c'est ce que les joueurs et les joueuses vont retenir. Pareil pour Shadow of the Colossus, c'est une expérience solitaire, triste, dans laquelle Wander cherche un moyen de faire revenir sa bien-aimée, quitte à commettre les pires atrocités. Et ce que les joueurs vont surtout retenir, en plus des combats monumentaux, c'est évidemment le binôme Wander-Agro, la relation entre le personnage principal et son cheval. Donc cette fois-ci, Fumito Ueda veut attraper Ico par les cornes, t'as la blague, et proposer dans Trico, le nom de code de The Last Guardian, un jeu basé sur le relationnel, une histoire entre un garçon et son aigle chat-chien mangeur d'hommes, Trico. Le projet Trico va commencer sa pré-production en 2007 et sera une exclusivité PlayStation 3 présentée à l'E3 2009 dans un très court teaser et sans nom définitif. C'est à la Japan Expo de 2010 que le jeu, en plus d'être une nouvelle fois présenté, se voit non seulement affublé d'un titre définitif, c'est bon on y est, ce sera The Last Guardian, mais aussi d'une période de sortie, à peu près autour des fêtes de fin d'année 2011. Alors que tout le monde pensait le projet bien engagé, sur de bons rails, dans les temps et même un petit peu en avance par rapport au temps de production des précédents jeux, puisque faut savoir que Fumito Ueda espérait pouvoir terminer plus rapidement The Last Guardian, estimant qu'ils avaient pris peut-être un petit peu trop de temps sur Ico et sur Shadow of the Colossus, la démo presse de mars 2011 va pas très bien se passer. Il y a des nombreux soucis dans le jeu qui sont à relever sur cette démo et tout ne tourne pas très bien. Shuei Yoshida, alors président de Sony Interactive Entertainment Worldwide, va même monter au front à ce moment-là pour expliquer que la Team Ico rencontre des soucis techniques assez importants qu'il pensait pouvoir résoudre avec le temps. Dès la présentation en 2009, ça n'allait en fait pas trop. Le jeu tournait au ralenti, et le trailer avait été accéléré image par image pour donner l'illusion d'un rendu fluide. Non mais tranquille à l'époque Sony, ça aimait traficoter ces trailers de jeux PS3, rassurez-vous ils avaient déjà de la bouteille avec Killzone 2. Le jeu sera donc repoussé une première fois à 2012. Et à ce moment-là, on n'a aucune idée de ce qu'il se passe à Japan Studio. Qui a dit quoi ? Qui a fait quoi? Est-ce qu'un responsable a été tiré au sort? Niet, on ne sait pas, il n'y a rien qui est fuite. Par contre, en décembre 2011, Yoshifusa Hayama, producteur exécutif, et Fumito Ueda, le directeur, vont quitter Sony. Ueda va expliquer qu'il se sentait mal à propos de beaucoup de choses. Le sujet est habilement esquivé et Sony va rassurer rapidement tout le monde. Vous inquiétez pas, Fumito Ueda, il est contractuellement lié à PlayStation pour terminer The Last Guardian, quitte à le faire en freelance. Heureusement que les avocats de Sony sont là pour faire les choses bien. On est d'accord, ça pue un peu quand même quand tu commences à invoquer publiquement des clauses contractuelles, mais bon, on va passer. Sauf qu'il y a un autre souci qui va pointer le bout de son nez, et c'est plus ou moins le même problème qu'avec Duke Nukem Forever. Le jeu va être repoussé, mais cette fois-ci sur une période correspondant au début de vie d'une console de nouvelle génération. La PlayStation 4 est prévue pour 2013, et préparer un jeu pour le sortir sur PS3 semble de moins en moins pertinent. Que faut-il faire? Continuer à développer sur PS3? En faire un des derniers jeux sur une console décriée, à la communication désastreuse et dont les ventes dépassent sur le fil la concurrence? Ou alors tout miser sur une console théoriquement plus simple à appréhender, plus véloce, et qui permettrait, tant qu'à faire, de venir à bout des visions de Fumito Ueda pour The Last Guardian. Le choix sera donc fait de porter le jeu sur PlayStation 4, vous vous en doutez. En fait non, il n'y a pas vraiment de choix, je vous ai menti. C'est Sony qui va forcer la main en mettant en avant l'argument de la vision ultime de Fumito Ueda, quand lui-même en fait va y aller à reculons et fera même quelques déclarations contradictoires pour défendre son travail sur PS3, arguant qu'il y avait en réalité bien plus d'animation de tricot et de l'enfant sur PS3 que sur PlayStation 4. Ah bon, tout ça se fait sur un ton relativement cordial, rassurez-vous, et avec beaucoup de langue de bois encore une fois, mais oui, il y a des trucs qui tournent pas rond en interne. Qui plus est, vous vous doutez bien que c'est jamais marrant de changer de plateforme de jeu en plein milieu d'un développement. Faut revoir le moteur, faut l'adapter, probablement revoir depuis le début énormément d'éléments bien pénibles à refaire sans complètement flinguer le fonctionnement du jeu. Rajoutez à cela la difficulté bien spécifique du développement d'un jeu PS3, une console dont l'architecture est compliquée pour rester poli, et qui a plus grand chose à voir avec celle de la PS4, qui certes sera plus facile à appréhender, mais qui n'a rien à voir avec la PS3. Et oui, on comprend qu'en plus d'une déception pour Fumito Ueda, ça ne devait pas être un moment très facile à vivre pour tout le monde.
On ne le saura probablement jamais, mais on a peut-être perdu un peu plus que quelques animations dans le portage. Un portage qui, à lui seul, va réclamer 2 ans de développement, de 2012 à 2014. En été 2014, c'est le lead programmeur Jinji Horagai qui quitte le navire et fonde avec Fumito Ueda un nouveau studio, Gen Design, qui s'occupe toujours du taf sur The Last Guardian, mais bon, avouez quand même, il y a anguille sous roche au bout d'un moment, ça c'est bon, il y a besoin que ça pue plus. Enfin, il y avait vraiment besoin de plus pour en conclure que le projet The Last Guardian, ça sentait pas bon. The Last Guardian sera enfin de nouveau présenté à l'E3 2015 dans un trailer qui confirme que oui, ce sera une exclusivité PlayStation 4, avec une sortie prévue pour octobre 2016, repoussée de quelques mois à décembre de la même année. On peut souffler, hein? The Last Guardian est une réalité, l'Arlésienne est là, Ueda va donner quelques interviews pour expliquer son retard, mais rien ne va fuiter, vous vous en doutez, si ce n'est un vague... c'est de la responsabilité de Sony si le jeu a été repoussé à ce point. Il ne reste aux joueurs et aux joueuses qu'à jouer au jeu pour tenter de comprendre ce qui a pu coincer aussi longtemps. Et comme beaucoup de jeux au développement aussi long, on se rend rapidement compte que quelques petits soucis sont à noter dans le gameplay. Loin, très très loin d'être une catastrophe à la Duke Nukem Forever, on peut facilement s'imaginer que le concept de base, novateur sur le papier, tournant autour du lien entre l'enfant et Trico, était peut-être à l'origine d'une partie non négligeable des tracas rencontrés par la Team Ico. The Last Guardian se présente comme un jeu d'aventure dans lequel le joueur évolue dans des ruines mystérieuses accompagné d'une immense bête ailée, Trico. Un lien va naître entre les deux êtres et chacun va essayer de comprendre l'autre sans qu'il ne soit possible de communiquer directement, puisque c'est une bête et un humain. Il va falloir apprendre à Trico à réaliser des actions plus ou moins complexes. Il va falloir le dompter pour avancer et donner la sensation au joueur qu'il interagit avec un véritable animal à qui tu veux faire réaliser des trucs uniquement avec l'amour, sans la récompense de bouffe. Et bon, il est là le souci, pas la bouffe, hein, mais la volonté de faire apprendre des trucs à une intelligence artificielle. Je pense que clairement... ça a dû être très difficile de créer cette sensation artificielle de lien naturel entre un humain et un animal. Un véritable enfer à coder pour un résultat ludique qui peut prêter à débat. Et même si parfois on a envie de frapper son écran avec sa manette parce que Trico réagit bizarrement, je vous invite quand même à essayer le jeu parce que The Last Guardian se trouve très facilement. Et je pense que ça vaut le coup, ne serait-ce que pour le constater soi-même en fait, de ce qui va ou ce qui va pas, mais peut-être que pour vous ça passerait très bien, et je suis très certain qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent The Last Guardian pour les raisons suscitées, mais voilà, il y a quand même quelques problèmes qui se voient. Et je pense surtout que c'est en jouant au jeu que vous pourrez davantage vous figurer de à quel point ça a dû être une horreur à développer, ce Last Guardian. Sortir un jeu vidéo, c'est le fruit d'un miracle. Et si on les connaît, c'est parce que ces jeux sont justement sortis et qu'ils ont pu être des témoins de ce qu'il s'est passé. Ou sont en cours d'arriver, oui, parce que j'ai envie d'y croire, moi, à Inazuma Eleven, ok ? Créer un jeu vidéo, c'est cliché, hein, mais c'est avant tout une aventure humaine. Une grande entreprise artistique et collective dont chaque erreur probable est démultipliée par la quantité de gens qu'il y a dedans. On se rend bien vite compte à la suite de cette vidéo que plus un projet est ambitieux et porte sur ses épaules le poids de sa notoriété, plus c'est compliqué à accoucher. J'aime bien à chaque fois reprendre ces deux exemples parce qu'ils sont pour moi édifiants. Mais un Elder Scrolls 6 ou un Breath of the Wild 2, je pense qu'on a tendance à sous-estimer à quel point ça doit être l'angoisse pour leurs créateurs et créatrices. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on va y ajouter les éventuelles pressions externes, comme la présence d'un éditeur un petit peu greedy et ou déconnecté du milieu du jeu vidéo, des personnalités, figures de proue, auteurs ou autrices au sein de cette grande organisation dont la parole peut changer en cours du développement d'un jeu, coucou Michel Ancel pour Beyond Good and Evil 2, la course à la technique qui évolue constamment et qui pousse à faire des choix pas forcément enviables, comme le rythme générationnel des consoles de jeux qui doit être un enfer à prévoir, et on se retrouve avec ce constat terrible mais pourtant bien réel, qu'on retrouve en introduction et qu'on va retrouver en conclusion. Commercialiser un jeu, oui, c'est un véritable petit miracle. Pour un jeu dans les rayons, combien ne sont jamais allés au bout et ont causé la détresse de celles et ceux qui travaillaient dessus. N'essayez pas de boire de l'eau avec votre nez, vous allez juste vous étouffer, c'est débile. Ciao!